Autorisation décollage, piste unité 2. La Polynésie française. Un paradis perdu en plein milieu de l'océan Pacifique. Pour relier les îles, l'avion est souvent le moyen de transport le plus rapide, y compris sur les très courtes distances. Air Moorea, une des compagnies locales, utilise un des appareils les plus robustes du marché, le Twin Otter. Nous, pilotes, on l'appelait la Jeep des airs, en fin de compte. C'est l'avion en service sur la ligne entre les îles de Tahiti et de Moorea. Un vol très court et a priori sans danger. A priori. Voici l'histoire du vol Air Moorea 1121. We are in an emergency. Michel Santurenne est un pilote heureux. Il passe ses journées à survoler à basse altitude les îles de la Polynésie française. Air Moorea demande autorisation pour approche piste unité 2. Il assure un des 40 vols quotidiens entre l'île de Tahiti et sa voisine, la paradisiaque île de Moorea. Air Moorea autorisé à atterrir. Piste unité 2. Éric Limard connaît très bien ce parcours sans grande difficulté. Moorea, c'est une île qui se trouve très proche de Tahiti, puisque la distance est à peine de une vingtaine de kilomètres à tout casser. On a juste un chenal à traverser. Tahiti et Moorea appartiennent à la Polynésie française, qui comprend une centaine d'îles disséminées en plein océan Pacifique, à mi-chemin entre l'Australie et l'Amérique du Sud. L'ensemble constitue un paradis de plages presque vierges et de montagnes verdoyantes attirant chaque année des dizaines de milliers de touristes. Air Moorea est une petite compagnie locale spécialisée dans les vols inter-îles. Air Moorea et ses avions faisaient vraiment partie du paysage quotidien pour les Polynésiens et les gens qui travaillaient sur Tahiti, qui vivaient sur Moorea, aussi bien pour les touristes, mais surtout pour la population locale. C'était vraiment le lien rapide et efficace. Je vous souhaite un excellent vol. Encore moi. Michel Santurenne vole sous les couleurs d'Air Moorea depuis seulement 3 mois. Je prends la liste des passagers et la feuille de chargement. Ancien pilote militaire, il entame une nouvelle vie sous les cocotiers. Il avait tout prévu pour installer sa famille, son épouse. Son épouse le rejoignait. Ah, encore un vol complet. Ouais. Comme on les aime. Sur les petites distances comme Tahiti-Moorea, le pilote est seul à bord avec les passagers, sans copilote ni personnel de cabine. Ok, allons-y maintenant. Pas une seconde à perdre au paradis. Et il enchaîne les vols toutes les 30 minutes. Le capitaine faisait une petite visite rapide, un coup d'œil rapide sur l'avion, voir s'il n'y a rien de choquant, un pneu dégonflé, quelque chose qui pourrait attirer l'attention. L'appareil est un Twin Otter, un biturbopropulseur de construction canadienne. Lancé en 1965, c'est un avion particulièrement robuste, capable d'embarquer une vingtaine de passagers sur une distance de 1700 km. Nous, pilotes, on l'appelait la Jeep des airs, en fin de compte. Merci. Jolie chemise. Merci. Et on accueillait les passagers très rapidement, ils remontaient dans l'avion. Ah, juste là. C'était très très court, on va dire. Comment allez-vous? Vous pouvez mettre votre bagage sous le siège devant vous. Belle journée pour voler. À peine 15 minutes après son dernier atterrissage, le commandant de bord est prêt à redécoller. Contrôle, prêt pour le roulage. Air Moorea, autorisation décollage. Piste unité 2. Autorisation décollage, piste unité 2. Le Twin Otter possède peu d'automatisme, donc la majeure partie du pilotage se fait manuellement, à l'ancienne. La plupart des avions commerciaux modernes, on va dire, sont chargés d'aide au pilotage, d'électronique, d'écran. Mais sur ce genre d'avion, vous avez le plaisir de toucher l'avion, de le contrôler pleinement. La piste de Moorea fait 1200 mètres de long et débouche directement sur l'océan. Lorsqu'on vole là-bas, c'est magique. Le lagon bleu, les îles magnifiques, le vert, ces mélanges de couleurs. C'est vrai que c'est paradisiaque. Sur les plages, les vacanciers profitent du balai aérien offert par le petit avion.
Le vol entre les deux îles détient le record mondial de brièveté, à peine 7 minutes. Merde. Mais soudain, sur le vol 11-21, la routine cède le pas au drame. En quelques secondes, l'appareil perd rapidement de l'altitude. Il s'engage carrément dans un piquet. Oh mon Dieu. Et moins de 2 minutes après son décollage, le vol 11-21 percute l'océan. Oh mon Dieu. Ce sont des témoins au sol qui préviennent la tour de contrôle. Il flotte encore ou il a coulé? Immédiatement, les secours s'organisent et les premiers bateaux de pêcheurs arrivent sur les lieux. Malheureusement, ils ne retrouvent que des corps sans vie. Les 19 passagers et le pilote ont tous été tués sur le coup. On a fait ce qu'on a pu, mais en fait, il n'y avait pas de survivants, quoi. Il n'y avait personne. Personne de vivant. Je me rappellerai toujours, c'était terrible, parce qu'on a toujours l'espoir, quoi qu'il en soit, que les personnes sur place s'en soient sorties, au moins quelques-uns. Et nous étions tous dans l'attente. Dans la petite communauté insulaire, tout le monde est touché par la catastrophe. En Polynésie, les gens se connaissent tous entre eux. Tout le monde est cousin de quelqu'un ou connaît la famille de quelqu'un. Donc la population a été très très marquée sur cet accident. La flotte d'Air Moorea se retrouve clouée au sol, car les pilotes de la compagnie ne veulent pas redécoller en twin otter avant de connaître la cause de l'accident. Un avion ne s'écrase pas comme ça, donc forcément c'est lié soit à une erreur de pilotage, soit à un problème mécanique. Nous avions demandé, avant de poursuivre les vols, que l'ensemble de la flotte soit vérifié, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Aussitôt, à Paris, la Direction générale de l'aviation civile envoie une équipe d'enquêteurs du BEA, le Bureau Enquête et Analyse, pour tenter de déterminer les causes de l'accident. C'est tout ce que vous avez? L'enquête est placée sous la responsabilité d'Alain Bouillard. Le Twin Otter est un avion extrêmement robuste qui est utilisé dans tous les territoires difficiles où d'autres avions ne peuvent pas atterrir ou décoller. C'était quelque chose qui nous a interpellés, c'est que pouvait-il avoir arrivé à cet avion pour percuter la surface de la mer? Généralement, une enquête commence par l'observation des débris. Il n'y a rien à en tirer. Mais l'épave est à plusieurs centaines de mètres sous l'eau, et les enquêteurs comprennent vite que sans les restes de l'avion, découvrir la vérité va se révéler très difficile. Il va nous falloir beaucoup plus de débris que ça. Seule bonne nouvelle à ce stade, bien que les boîtes noires ne soient pas obligatoires sur ce type d'appareil, Air Moorea, autorisation décollage. Piste unité. Air Moorea a équipé sa flotte d'enregistreurs de son dans le cockpit. Il est donc urgent de retrouver l'avion et sa boîte noire. En plus de pouvoir entendre la voix du pilote, nous espérions pouvoir entendre des alarmes qui se seraient déclenchées. Le problème est que l'avion s'est écrasé dans des eaux très profondes. C'est bien trop profond pour des plongeurs. La profondeur de la mer à cet endroit est d'environ 700 mètres. Il est donc bien entendu impossible de pouvoir envoyer des plongeurs humains. Il a fallu donc employer des sous-marins télécommandés. Dans la région, le seul navire équipé d'un sous-marin télécommandé s'appelle l'Île Dorée. Problème, pour l'instant, il est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à 4000 km de là. Et le faire venir à Moorea va prendre des semaines. Or, pour faciliter sa récupération, la boîte noire du Twin Otter est équipée d'une balise de localisation, dont l'autonomie ne dépasse pas les 30 jours. Donc il a fallu qu'on envoie un navire de récupération dans les 30 jours. 30 jours, c'est la durée de vie de la balise subaquatique qui est fixée sur l'enregistreur de vol. C'était quelque chose qui nous apparaissait être une enquête très difficile si nous ne pouvions pas récupérer l'enregistreur de conversation du cockpit.
En attendant, les enquêteurs étudient le peu d'éléments à leur disposition, à commencer par le témoignage des contrôleurs. Mais là aussi, ils doivent se contenter de paroles et non pas d'enregistrements. Au début de l'enquête, les premiers éléments qu'on recherche, c'est donc la trajectoire de l'avion, de son point de départ jusqu'au point d'impact. Voilà, ce sont les premiers éléments qu'on essaye de rechercher. La recherche d'informations précises ne donne guère de résultats. C'est un petit aéroport ici. On n'a pas d'équipement radar. Décidément, l'enquête se révèle compliquée. Lorsqu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de données radar à l'aéroport, nous étions un petit peu déçus. En effet, il a fallu trouver d'autres méthodes pour calculer et reconstruire la trajectoire de l'avion. J'ai vu l'avion monter et tout à coup, il est tombé dans la mer. Jusqu'à l'arrivée de l'île de Ré et de son sous-marin télécommandé, les enquêteurs doivent se contenter des seuls témoignages de ceux qui ont assisté au drame. Il nous paraissait incontournable de recueillir tous les témoignages qui pouvaient nous aider à comprendre l'événement. Tous les témoins oculaires étaient soit sur la plage, soit sur des bateaux de plaisance ou bateaux de pêche. Ils ont tous dit avoir vu l'avion monter normalement. Plus de 500 Twin Otter sont en service de par le monde. La plupart du temps dans des conditions très difficiles, des déserts australiens à la toundra glacée du Grand Nord. Si une défaillance de l'avion est à l'origine du drame, il est urgent de la détecter avant un nouvel accident. Les enquêteurs ressentent cette forte pression sur leurs épaules. Il montait normalement. Et ensuite, on dirait qu'il a perdu le contrôle de l'avion. Peut-être un problème de poids? Lorsqu'on a un problème d'équilibrage de poids dans l'avion, le problème intervient généralement juste après le décollage. Le calcul précis de la masse au décollage est un élément crucial dans un vol, surtout sur un petit avion. Une erreur sur le poids du carburant, des passagers ou du fret peut contribuer à un accident, comme ce fut le cas aux États-Unis il y a quelques années. Le 8 janvier 2003, un Beechcraft d'US Airways Express décolle de Charlotte en Caroline du Nord. 30 secondes plus tard, les pilotes perdent le contrôle de leur avion qui s'écrase sur un hangar, tuant ses 21 occupants. L'enquête mettra en évidence une surcharge au décollage de 250 kg, due notamment à une mauvaise estimation du poids des passagers et des bagages. Il est primordial de connaître le poids de son appareil avant le décollage. On a donc exploré cette piste très tôt dans l'enquête. 19 passagers avec le carburant et le chargement. Les enquêteurs vérifient scrupuleusement les devis de masse et de centrage du vol d'Air Morea. Nous avons découvert qu'en fait, tout était dans les limites définies par le constructeur. Ça aurait dû aller. L'avion n'a pas décollé en surcharge. Ce n'est donc pas à l'origine du crash. Jusqu'à l'arrivée du cargo et de son sous-marin, les enquêteurs se retrouvent, faute d'éléments, quasiment en chômage technique. Alain Bouillard décide alors d'utiliser une tactique inhabituelle pour tenter de faire progresser l'enquête. Oui, j'ai besoin d'un petit avion et d'un bon pilote. Merci. Il veut essayer de préciser les témoignages de ceux qui ont vu l'accident, notamment en matière d'altitude. Une donnée très difficile à estimer pour un non-initié. Je suis avec 3 des témoins. Tout le monde est prêt? Ok, on est prêt pour la première étape. Ok, faisons un passage au-dessus du lagon. Sur un vol aussi court, chaque phase de vol correspond à une action spécifique du pilote. Si les enquêteurs réussissent, grâce aux témoins, à déterminer à peu près l'altitude atteinte par le Twin Otter, ils pourront deviner ce que le pilote faisait au moment où il a perdu le contrôle de son appareil. Alain Bouillard décolle de Morea et suit la trajectoire du vol 1121. Au sol, ses adjoints demandent aux témoins de faire travailler leur mémoire. Alors, il est difficile pour un témoin de décrire à quelle altitude il a vu l'avion. Est-ce que c'était à 500, 1000 pieds ou 2000 pieds? Par contre, si on lui montre des avions en vol et qu'on lui dit cet avion est à 500 pieds, cet avion est à 2000 pieds, alors il va pouvoir décrire plus facilement ce qu'il a vu. Non, c'est trop haut. Non, Non, il était plus bas. Moins haut. Ok, on refait un passage, mais cette fois un peu plus bas.
Donc on a demandé aux témoins de déterminer parmi les vols reconstitués celui qui correspond le plus au vol de l'accident. Oui, c'est exactement là que j'ai vu l'avion. Oui, je pense qu'il était... D'après les témoins, c'est la bonne hauteur. Excellent. Nous sommes à une altitude de presque 400 pieds. Ok, on peut rentrer. Merci beaucoup. La technique est un peu archaïque, mais le résultat est intéressant. Maintenant, Alain Bouillard sait à peu près à quelle altitude le Twin Otter a réussi à monter. Des vols qui ont été faits nous ont permis d'estimer l'altitude à laquelle l'avion avait infléchi sa trajectoire. On sait maintenant qu'il s'est passé quelque chose pendant la montée. Mais à ce stade, il ignore toujours pourquoi l'avion est parti en piqué et pourquoi son pilote n'a pas réussi à le redresser. Lorsqu'on voit un avion piqué du nez juste après le décollage, on peut envisager une panne moteur. Double panne moteur. Le Twin Otter peut voler sur un seul moteur. Par contre, la panne simultanée des deux moteurs pourrait entraîner l'avion dans un piqué proche de celui observé par les témoins. C'est une possibilité, en tout cas ça correspondait en termes de trajectoire. Mais perdre les deux moteurs au même moment est un événement rarissime. Une défaillance simultanée des deux moteurs pourrait être provoquée par une panne d'essence, mais là c'est assez improbable juste après le décollage. Ou alors une ingestion là aussi simultanée d'oiseaux dans les moteurs, et là aussi c'est assez improbable que ce soit dans les deux moteurs en même temps. Plus troublant, la plupart des témoins affirment que les moteurs tournaient alors que l'avion descendait vers la mer. Si c'était réellement le cas, les moteurs n'étaient donc pas en panne. La boîte noire enregistrant les sons du cockpit devrait permettre de confirmer le bon fonctionnement des moteurs. Mais en attendant qu'elle soit retrouvée, Alain Bouillard, pour avancer, doit se contenter de la seule trajectoire de l'avion. C'était des informations tout à fait importantes, certes, mais qui n'expliquaient en rien l'événement. Il nous est apparu qu'il pouvait avoir une défaillance physique du pilote, un problème d'incapacité physique qui avait d'abord mis l'avion en descente. Ce sont des avions qui sont exploités en monopilote. Quand le pilote se labore à un problème, une incapacité physique, il n'y a personne pour prendre les commandes de l'avion. Si le pilote avait eu un malaise, il se serait donc affaissé sur les commandes de vol, et en s'affaissant, il aurait donc provoqué la descente de l'avion, ce qui correspond à la trajectoire observée. Le corps du pilote a été repêché et envoyé à l'hôpital pour être autopsié. Bonjour. Le médecin légiste fait alors son travail, cherchant notamment une cause médicale à une éventuelle défaillance physique du commandant de bord. Mais son rapport est très clair. Il n'a pas fait de crise cardiaque. Retour à la case départ. Il n'y avait rien qui pouvait supposer qu'il ait un problème de ça. On a des contrôles médicaux réguliers. Nous avions fermé cette porte comme cause de l'accident, l'incapacité du pilote. Par définition, un enquêteur se doit de considérer toutes les causes possibles d'un accident, même les plus terrifiantes. Et si à l'origine, il s'agissait d'un acte criminel? Un des passagers aurait-il décidé de commettre un massacre général? Une intrusion d'une personne dans le cockpit, c'était quelque chose qui nous apparaissait comme plausible. Ce type d'action criminelle s'est déjà déroulé à bord d'un avion. Le 7 décembre 1987, en Californie, un employé qui vient d'être licencié réussit à introduire un pistolet à bord d'un vol Los Angeles-San Francisco. Il tue d'abord son ancien employeur, puis les deux pilotes de l'avion, avant d'engager l'appareil dans un piqué suicidaire. Il ne laissera aucune chance aux 43 passagers du vol 1771 de Pacific Southwest. Je suis désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas... Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un a attaqué le pilote durant le vol, la boîte noire aura forcément enregistré les éclats de voix et les bruits de lutte entre le pilote et son agresseur.
À ce stade de l'enquête, il nous paraissait évident qu'il fallait retrouver l'enregistreur de conversation. Enfin, 17 jours après l'accident, le 26 août, l'île de Ré arrive à Papeete. Reste à retrouver l'avion. Sa position approximative est connue, mais les courants ont pu faire dériver les débris sur les fonds sous-marins. Nous avions réussi à réduire la zone de localisation dans un cercle de diamètre de 260 mètres. Par contre, nous n'étions pas sûrs que cet enregistreur de vol était encore localisé dans le fuselage de l'avion ou s'il avait été éjecté à plusieurs dizaines de mètres de ce fuselage. Les techniciens cherchent le signal émis par la balise de localisation de la boîte noire. Voilà le son que nous cherchions. Aussitôt le signal identifié, le sous-marin télécommandé est mis à l'eau. Et très vite, nous avons localisé la zone de dispersion de l'épave au fond de l'eau. Voilà notre Twin Otter. Les débris du vol 1121 d'Air Morea reposent par plus de 650 mètres de fond. Nous avons vu les ailes détachées, nous avons vu les moteurs, nous avons vu une partie du cockpit. Cherchez d'abord la queue. La décision très vite a été de se focaliser sur la partie arrière où se trouvait l'enregistreur de conversation. Ok, découpons-le et sortons l'enregistreur de là. Et nous avons pris la décision de découper le fuselage pour récupérer l'enregistreur de conversation. L'opération est délicate. Le moindre faux geste pourrait endommager, voire détruire la précieuse boîte noire. Doux et continu. Donc nous espérions pouvoir retrouver l'enregistreur de vol dans le meilleur état possible, ce qui permettait de faire une lecture aisée des données enregistrées. Comme souvent dans ce type d'intervention, tout est affaire de patience. Ce travail de découpe ou de grignotage de la tôle par le robot, qui est plus exact, a duré 5 et 6 heures de travail avant de prendre l'enregistreur de conversation. Finalement, les techniciens réussissent à extraire la boîte noire de son logement. On l'a, oui. Excellent travail. Il nous a passé un grand ouf de soulagement. Lorsque nous avons récupéré l'enregistreur de vol, nous étions tout d'abord satisfaits de cette réussite, mais aussi inquiets parce que nous n'étions pas sûrs du contenu de cet enregistreur de vol. Il fallait donc organiser le plus rapidement possible le rapatriement de l'enregistreur de vol vers le laboratoire du BOA afin que les opérations de lecture commencent le plus rapidement possible. La boîte noire ainsi que d'autres éléments repêchés sont transférés à terre sous bonne escorte dans un hangar. Nous avions décidé de remonter un certain nombre de pièces qui nous paraissaient essentielles en complément des informations du CVL. Nous voulions récupérer les 2 moteurs de l'avion ainsi que le plus d'éléments possible du cockpit, en particulier le tableau de bord. Rapidement, les données sont extraites de la boîte noire pour être analysées. Premier constat, seul le pilote parle et au début tout paraît normal. Maintenant, il faut chercher des indices dans les autres bruits du poste. Sur l'enregistrement du cockpit, on pouvait entendre un décollage normal, suivi d'une montée normale. Les bruits enregistrés lors du décollage et de la montée en altitude n'offrent aucun indice suspect. L'intrusion dans le cockpit était une hypothèse qui était ouverte, mais nous attendions la récupération de l'enregistreur de conversation pour fermer cette porte. Et rien n'indique une intrusion criminelle dans le poste de pilotage. La première impression que nous a donnée la lecture du CVR, c'est qu'il n'y avait pas eu d'intrusion dans le cockpit, qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans le cockpit. Élément intéressant, à un moment, le pilote semble avoir une réaction de surprise. Tout était parfaitement normal jusqu'au moment où le pilote a poussé ce juron. Le bruit régulier des 2 moteurs dans les secondes suivantes permet aussi de refermer une autre hypothèse.
Les moteurs tournent correctement. Le CVR a prouvé que les moteurs délivraient leur puissance maximale, et ça jusqu'à l'impact. Il y a un bruit, comme s'il rentrait les volets. La surprise du commandant intervient juste après la rentrée des volets. Encore, s'il vous plaît. Sur l'enregistrement du CVR, on entendait le pilote rentrer les volets. Puis on l'entend respirer un peu plus profondément, pouvant indiquer qu'il tirait sur le manche. Puis on l'entend être très surpris. Merde! Quelques secondes plus tard, le Twin Otter percute la mer. Même avec beaucoup d'expérience, c'est toujours difficile humainement d'écouter un CVR, surtout lorsque l'on sait qu'il a une fin tragique. C'est lié au volet. C'est juste que je ne comprends pas comment. En vérifiant auprès d'Hermorea, les enquêteurs découvrent que les pilotes ont pour consigne de rentrer les volets à l'altitude de 400 pieds, environ 120 mètres. Une consigne appliquée par le commandant Centurène. Les volets auraient-ils joué un rôle dans l'accident? Avant un décollage, les pilotes sortent les volets. Situés à l'arrière des ailes, ils permettent d'en augmenter la surface, de générer plus de portance et de voler à faible vitesse. Pour les phases de croisière, les avions rétractent leurs volets pour pouvoir avoir une aile qui est adaptée à ce vol, c'est-à-dire en diminuant les traînées qui sont associées à ce vol-là, cette phase de vol. Les enquêteurs s'intéressent alors au mécanisme de sortie et de rentrée des volets. Nous avons pu récupérer les vérins de commande des volets, et donc du coup nous avons pu les analyser. Mais celui-ci est dans la bonne position et est en parfait état de marche. Les volets sont bien. L'analyse des vérins de commande des volets a montré que les volets étaient rentrés au moment de l'impact. Exit donc l'hypothèse impliquant les volets. Et l'origine du crash du vol 1121 demeure toujours mystérieuse. Maintenant, nous allons examiner très attentivement ces câbles. Les enquêteurs se penchent alors sur d'autres débris, notamment les câbles de commande de la gouverne de profondeur. Il nous restait la possibilité d'une défaillance technique sur l'avion. Les gouvernes de profondeur et de direction de la queue du Twin Otter sont commandées par 4 câbles. 2 servent à activer la gouverne de direction de droite à gauche. Les 2 autres servent à activer la gouverne de profondeur de haut en bas. Les câbles ont tous été très endommagés par l'accident. Alain Bouillard cherche le moindre indice susceptible de lui indiquer une rupture d'un des câbles avant l'impact avec la mer. Un câble est composé de plusieurs torons. Chaque toron est un ensemble de fils entrelacés. 3 des 4 câbles affichent une rupture nette, preuve qu'ils ont été sectionnés au moment du crash. C'est dû à l'impact. En revanche, le 4e câble... Et là, ça c'est intéressant. Il ne s'est pas cassé au moment de l'impact. Nous avons constaté qu'un des 4 câbles de commande était rompu d'une façon différente des 3 autres. Il fallait donc enquêter pour savoir pourquoi il s'était rompu d'une façon différente. La gouverne de profondeur est actionnée par 2 câbles, un pour descendre, l'autre pour monter. C'est ce dernier, celui commandant la montée, qui semble avoir rompu avant l'impact final. Une rupture en plein vol de ce câble aurait pour conséquence un départ en piqué immédiat de l'avion. Merde! La rupture du câble, était cohérent avec la trajectoire qui avait été décrite par les témoins. Et tout à coup, il est tombé dans la mer. Cette fois, les enquêteurs touchent au but. Ils commencent à comprendre pourquoi Michel Centurène a perdu le contrôle de son Twin Otter. La cause en est une rupture brutale et rarissime d'un câble de commande. Reste à savoir si une telle rupture peut se produire sur d'autres Twin Otter. Ok, on envoie ça à Estelle, à Paris. On attend de voir ce qu'elle en pense. L'urgence est de comprendre l'origine de la rupture du câble de commande avant que l'événement ne se répète sur un autre avion. À Paris, le câble défectueux est soumis à l'analyse experte d'Estelle Bancharel, spécialiste en matériaux. Et d'emblée, elle fait un premier constat, accablant. Les différents fils métalliques composant le câble se sont rompus à différents moments et pour différentes raisons. Les extérieurs sont usés et ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas été usés. Ils sont rompus, quoi. Ils étaient entiers.
Des traces sur les torons extérieurs du câble laissent penser qu'il y a eu un frottement. C'est comme si la moitié du câble s'était dégradée avec le temps. Lorsque nous avons regardé ce câble sous le microscope, nous avons pu voir que de nombreux fils présentaient ces plages d'usure. Tous les fils extérieurs de chaque toron extérieur présentaient cette usure, ce qui représentait une usure importante. Ce câble relie le manche à balai à la gouverne de profondeur. Il traverse plusieurs parois à travers des protections en plastique. Évidemment, chaque action du pilote sur le manche fait bouger les câbles, notamment au décollage et à l'atterrissage, où les actions sont les plus nombreuses. Les techniciens de maintenance doivent donc vérifier régulièrement l'état de ces câbles pour détecter toute usure anormale. 48. Les enquêteurs s'intéressent au registre de maintenance de la compagnie. Plus de 50 vols ici. Air Moréa autorisé à atterrir. Piste unité 2. La plupart des vols assurés par Air Moréa sont extrêmement courts. Du coup, les avions passent leur temps à décoller et à atterrir. En moyenne, ils faisaient entre 50 et 70 décollages par jour et atterrissage aussi, le même avion. Pour les enquêteurs, une utilisation aussi intense entraîne forcément une usure importante de l'appareil. Les frottements induits par l'action des gouvernes doivent être pris en compte. Mais ce n'est pas le seul élément. C'est le seul avion de la flotte d'Air Moréa équipé de câbles en acier inoxydable. C'est aperçu un étudiant de la flotte d'Air Moréa que d'autres avions du même type étaient équipés de câbles en acier classique. Le Twin Otter du vol 1121 était nouveau dans la flotte d'Air Moréa. Tous les autres appareils de la compagnie étaient équipés de câbles de commande en acier de carbone. Seul cet appareil possédait des câbles en acier inoxydable. A priori, un plus puisqu'il résiste mieux à la corrosion toujours très forte en milieu marin. C'était pertinent d'utiliser de l'acier inoxydable dans ces conditions afin de réduire la corrosion de ces câbles dans ce milieu salin. Mais les câbles en acier inoxydable ont aussi une faiblesse. En cas de frottement, ils se dégradent plus rapidement. Visiblement, la maintenance d'Air Moréa a négligé ce détail dans l'entretien de son nouvel avion. Un câble en acier inoxydable contient du chrome, ce qui lui donne une meilleure capacité à résister à la corrosion. Alors qu'il contient aussi des éléments nickel qui peuvent le rendre plus sensible au phénomène d'usure. Les tests réalisés en laboratoire confirment l'usure rapide d'un câble en acier inoxydable soumis à une utilisation extrêmement intense. L'acier inoxydable est usé, comme celui de l'Air Moréa. Ces usures provenaient des frottements avec les parties en contact avec l'avion. La découverte est cruciale, et les enquêteurs, un instant, pensent avoir débusqué la vérité. En tirant sur la commande pour maintenir son avion en montée, le commandant Centuren aurait involontairement entraîné la rupture du câble. On a d'abord pensé que le câble s'était rompu suite à cette usure. C'est la première impression qu'on a parce qu'on a une usure importante. Mais Estelle Bancharel veut être certaine de son analyse, et elle procède à un nouveau test. Son objectif, vérifier que la force appliquée par le pilote sur la commande était suffisante pour amener le câble à son point de rupture. Et a priori, ce n'était pas le cas. Lorsque nous avons fait cet essai, nous nous sommes rendus compte qu'avec une usure à 50%, il fallait encore un effort très important, un effort 10 fois plus important que celui que l'on pouvait rencontrer en vol dans cette phase de rentrée des volets. Nous avons donc vu à travers les essais que même un câble usé à 50% supportait très largement les efforts exercés sur le câble en vol. Le câble est resté intact. Il nous fallait chercher quel phénomène avait pu fragiliser le câble. Quelque chose d'autre a favorisé la rupture de ce câble. Mais quoi? Les enquêteurs savent qu'il est toujours très difficile de détecter les dommages liés à de petits impacts. Par exemple, la collision accidentelle d'un véhicule de piste avec la gouverne de profondeur de l'avion. Le choc aurait pu briser plusieurs fils du câble déjà fragilisé. Alain Bouillard décide de vérifier les registres des deux aéroports, celui de Moréa et celui de l'aéroport international de Faa'a, à Tahiti, où l'avion avait passé la nuit. Merci.
De rien. Il veut savoir si l'avion a été ou non impliqué dans un incident. Rien du tout. Aucune mention d'impact. Nous n'avons pas relevé de traces de choc sur la gouverne mobile, ce qui excluait l'heure par un véhicule durant le stationnement de nuit. C'est donc une fausse piste. C'est agaçant. Les enquêteurs détiennent une partie de la vérité, mais n'arrivent pas à la révéler dans son entier. Jusqu'au moment où Alain Bouillard remarque un détail sur les voies de circulation un peu encombrées de l'aéroport de Tahiti. Dites-moi, ces jets sont à quelle distance des avions d'Air Moréa? Nous avions ciblé de phénomènes de souffle de réacteur, un phénomène appelé jet blast. Le souffle du réacteur est créé par l'air expulsé à l'arrière du moteur qui va générer la poussée. Et même au sol, il peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres/heure. Un avion en pleine puissance, un avion comme un Airbus ou comme un Boeing, qui met la pleine puissance, peut retourner l'avion qui se trouve quelques dizaines de mètres derrière. C'est une force phénoménale. Les enquêteurs s'intéressent alors à la disposition des avions sur le parking et se demandent si les avions d'Air Moréa sont correctement protégés du souffle des réacteurs des autres appareils. Ok. Les tunoteurs d'Air Moréa sont stationnés ici. Ils s'aperçoivent que le parking d'Air Moréa est très proche de la voie de circulation utilisée par les gros porteurs. Dans ce cas, généralement, les autorités aéroportuaires installent des barrières de protection pour éviter les dégâts sur les appareils en stationnement. Mais à Tahiti, les barrières du parking où stationnaient les Twin Otter ont été enlevées. Et là, regardez ça. La découverte est d'importance. L'arrière du jet vient ici. Ces barrières, pour des commodités de passage d'un parking à l'autre, ont été enlevées. Il n'y avait plus cette barrière physique qui protégeait les avions Twin Otter. Les jets style Airbus ou Boeing se trouvaient à, on va dire, entre une centaine de mètres par rapport au parking d'Air Moréa. Très proche donc. Les avions d'Air Moréa sont stationnés pile sur l'axe des réacteurs des jets. Cet avion était parqué sur un parking qui était propice à être soufflé par les gros porteurs au départ. Et nous sommes arrivés donc à cette hypothèse à très haute probabilité que le câble avait probablement été fragilisé par ce phénomène de jet blast. Lorsque les avions sont en stationnement, les commandes généralement sont verrouillées en position piquée. C'est une protection pour empêcher les gouvernes d'être soumises au vent. Elle était bloquée par un dispositif qui évitait que les câbles bougent et qui évitait que la gouverne bouge. Mais la position en piqué a peut-être eu l'effet inverse avec le souffle des réacteurs. Les enquêteurs estiment que, frappée de plein fouet par le souffle des gros porteurs, la gouverne bloquée du Twin Otter aurait transmis au câble une pression importante. Si les commandes sont bloquées, qu'elle vient exercer cet effort directement sur le câble. Reste maintenant à déterminer si la force et la répétition des souffles de réacteurs étaient suffisantes pour fragiliser un câble déjà endommagé. Un nouveau test va apporter la réponse. Nous avions un câble qui était usé à 50%. Un câble possédait encore des caractéristiques de résistance très fortes. Un phénomène de jet blast avait fragilisé ce câble pour qu'il ne reste plus qu'un ou deux torrents valides. Usé et endommagé par les souffles de réacteurs, le câble du vol 1121 était proche du point de rupture. Trop proche pour supporter les contraintes d'un vol de 7 minutes. Il ne tenait plus qu'à un fil. Si le matin même, les derniers souffles de réacteurs avaient eu raison de la résistance du câble, l'avion évidemment n'aurait jamais décollé et ne se serait pas écrasé. Mais une fois en l'air, le sort du commandant et de ses 19 passagers dépendait uniquement de l'ultime résistance du câble de la gouverne de profondeur. En laboratoire, les efforts fournis par le pilote sur les commandes sont reproduits. Lorsqu'il arrive à 400 pieds d'altitude, le commandant Centurène rentre ses volets et corrige sa trajectoire en agissant sur sa gouverne de profondeur. C'est cette dernière action qui a entraîné la rupture du câble.
n'avez aucune chance. Nous avons pu déterminer que la force nécessaire pour contrer le couple piqueur était la force qui cassait le dernier torpille. À partir de cet instant, le pilote est totalement impuissant pour tenter de sauver l'avion et ses occupants. Vous imaginez sa réaction, qu'est-ce qui se passe? Le câble casse, le manche a dû revenir vers l'arrière, et le temps que vous analysez ce qui se passe, essayez de rattraper l'avion descend très rapidement, et quelques secondes plus tard, vous percutez la planète. Oh, tu as vu? Le bilan de l'accident d'Air Morea s'élève à 20 victimes et a définitivement changé la vie des membres de leur famille. Les enquêteurs s'apprêtent à rentrer à Paris pour rédiger leur rapport et proposer des mesures pour améliorer la sécurité des Twin Otter. Une première recommandation faisait état de vérifier de manière urgente tous les câbles, tous les avions équipés de câbles en acier inox. Depuis cet accident, la maintenance et la surveillance des câbles en acier inoxydable a été renforcée. L'enseignement principal que nous avons tiré de cette enquête, ce sont les risques générés par le souffle réacteur sur les aéroports. La catastrophe d'Air Morea a aussi rappelé à l'ensemble des acteurs du transport aérien le rôle essentiel des barrières anti-souffle, notamment sur les aéroports où se croisent petits et gros avions. Et l'espoir des enquêteurs est que la leçon soit définitivement retenue. J'ose espérer. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un accident pareil et d'avoir 19 personnes qui périssent et retrouver la même chose quelques temps après, sans en tirer les conséquences ni les leçons? Ce serait dommage.